Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. Je suis très content de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Et oui, ces nouvelles vidéos parce que, comme je l'avais expliqué lors de la conclusion du dernier épisode, je lance à présent une série de vidéos qui sera consacrée à la conclusion de au bilan de cette année culturelle. Donc, ce sera certainement plusieurs vidéos. J'ai fait des groupes en fait de culture, puisqu'en fait on va passer en revue chacune des espèces. Et de ce que j'ai compté, on est à peu près à une quarantaine d'espèces sur l'exploitation. Donc il y a un petit peu de boulot, mais c'est un boulot qui est intéressant, qui est important à faire ici en cette période un petit peu plus calme, entre guillemets, parce que ça permet de prendre en compte ce qui a été, ce qui n'a pas été, et de voir en fait ce qu'on va changer, ce qu'on doit améliorer, optimiser, etc. Donc plusieurs vidéos avec chacune plusieurs légumes dont on va retracer un peu toute la partie culturelle, itinéraire technique, et puis l'expérience que j'ai vécue du coup sur la culture, enfin sur cette année culturelle. Et du coup, comme je l'avais dit, j'en attends énormément de vous au sujet de ces vidéos, parce que bon, ce ne sera pas des vidéos pour faire des vues, ça c'est clair et net. L'objectif il est pas là, l'objectif il est vraiment technique. Ces vidéos s'adressent d'ailleurs principalement, pour être clair, à des gens qui sont dans mon cas, qui sont maraîchers, enfin producteurs de légumes, de façon générale. Donc vous verrez dans le titre, je vais noter les différents légumes qui sont concernés à chaque fois par la vidéo. Et donc du coup j'attends beaucoup de vous parce que l'objectif c'est ça fasse naître un échange, parce que moi je vais vous faire part de toute mon expérience, je vais vous donner toutes les informations que j'ai emmagasinées cette année ou les années précédentes, et pour essayer de m'améliorer toujours, parce que l'objectif chaque année en maraîchage c'est de faire évoluer ses pratiques pour être de plus en plus performant. Et donc en échange de ce partage, moi j'attends de vous que vous partagiez aussi vos expériences. Quand j'expose un fait, que vous me disiez par exemple je sais pas, que ce que je fais ça vous semble pas judicieux, ou que vous pourriez penser que je puisse encore faire mieux sur certains points, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, hein, sur 40 espèces, 40 itinéraires culturaux. Il y a une montagne de choses à penser, et on apprend tous les jours, et je pense qu'on apprend toute notre vie dans ce genre de métier. Voilà, donc bienvenue sur cette nouvelle série, ravi d'être là avec vous, et puis j'espère que ça va vous plaire, et puis surtout j'espère que vous participerez à la hauteur de mes attentes. Alors, avant de commencer à décrire culture par culture, on va faire un point météo. C'est comme à chaque vidéo, souvent je fais un petit point météo sur la météo du moment. Et là, du coup, on va faire un point général sur la météo qu'on a eue cette année. Et parce qu'on sait tous dans notre métier que la variable numéro une, c'est la météo, c'est les conditions climatiques qui font que ça marche ou ça marche pas, enfin ça marche moins bien ou ça marche mieux. Parce que c'est notre partenaire numéro un, la météo, forcément, hein. Quand il pleut, on n'a pas besoin d'irriguer. Quand il fait beau, on peut travailler. Voilà, il y a plein de choses qui sont ajustées par la météo, et je pense vraiment que c'est le numéro un. Donc, d'un point de vue général, je suis quand même plutôt satisfait de cette année météorologique. Même si au niveau du pays, c'est vrai qu'on a été, au niveau national, on a été bien arrosé, même ça a été très excédentaire, surtout dans certaines régions. J'avoue que cette année, on a été plutôt épargné dans le nord par rapport à d'autres régions qui ont vraiment subi de très grosses pluies. Euh, Après, voilà. Nous, on a déjà l'année dernière, on a vécu un hiver très humide, et franchement, c'était pas agréable du tout. Pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal. Je veux dire, les sols sont humides, hein. Il y a plus tout le printemps, tout l'été, mais jamais dans des très lourds excès, quoi. Donc, grosso modo, on a toujours pu travailler. On n'a jamais été trop arrêté, donc ça c'est plutôt agréable. Alors après, vous aurez sûrement entendu que beaucoup d'agriculteurs se plaignent de la météo de l'année. Après, c'est normal parce que la culture principale française, ça reste le blé. Et c'est vrai que le blé, on a fortement pâti de cette météo, ce manque de luminosité, ces excès d'eau. Donc c'est clair que c'était pas une année assez réelle, mais dans notre cas en maraîchage, c'est vrai que si je pouvais
re-signer pour une année comme ça l'année prochaine, je vous avoue que même si on pourrait toujours avoir mieux, je signe. Je signe parce que euh, les légumes, c'est de l'eau. Et donc, du coup, quand il pleut, et ben, les légumes, ça pousse. Et ça, c'est déjà le premier élément. Il y a plein de problèmes à côté, des problèmes, on va dire, logistiques, sur notre façon de travailler, sur l'accès aux champs, les conditions de récolte, les conditions de semis. Enfin, il y a pas mal de choses problématiques quand on a un peu trop d'eau. Mais d'un point de vue général, quand on a de l'eau, les légumes poussent. Et donc ça, c'est déjà très bien parce que j'ai connu des étés de sécheresse ou même déjà quand on avait des printemps très secs. Ça, c'est franchement bien pire. Parce que la sécheresse, en plus, surtout, on pourrait dire, hein, tu as l'irrigation, tu fais ce que tu veux pour compenser. Sauf que dans notre cas, l'irrigation, c'est pas, elle est limitante dans la mesure où on n'a pas de nappe phréatique vraiment à disposition comme certaines régions. Quand on regarde souvent les cartes, quand ils font l'état des nappes phréatiques en France, vous regardez dans le nord, la partie nord elle est souvent grisée. Alors, les Flandres, tout ça c'est grisé. D'ailleurs au niveau de l'île c'est plus grisé, il y a vraiment une bonne nappe. Mais au niveau des Flandres c'est grisé parce qu'en fait on n'a pas de... Bah, si on a une nappe mais elle est quasiment inexploitable. Ici on est à... Nous sur la ferme on a un forage à 120 mètres de profondeur qui nous lâche 3 mètres cubes heure difficilement. Donc vous imaginez qu'il n'est pas question aujourd'hui d'irriguer avec la nappe phréatique dans notre secteur, ça c'est clair et net. Donc du coup, nous, comme l'irrigation ça reste un point primordial pour moi dans le maraîchage, on a des bassins de rétention sur la ferme, des bassins naturels de rétention. Mais ça reste une ressource limitée. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On va plus en rajouter. Donc quand il y a les étés de sécheresse, je vous avoue que c'est un peu le stress parce qu'il faut penser à conserver un minimum d'eau toujours pour les choses les plus importantes. Donc on fait des fois des choix. Et faire des choix, c'est toujours compliqué parce qu'on des fois on laisse tomber quelque chose parce qu'on sait qu'on n'aura pas assez d'eau. On préfère privilégier une autre culture. Donc c'est toujours c'est toujours très embêtant les sécheresses en tout cas. Mais même si c'est vrai qu'on peut toujours travailler, on est toujours dans de meilleures conditions. Mais honnêtement, je préfère les étés humides. Après, comme je dis toujours, l'idéal dans notre métier en maraîchage, c'est printemps-été humide et automne sec, automne-hiver sec. Ça, c'est le top du top. Parce que malgré tout, on a quand même beaucoup de travail de récolte, tout ça, à part de août à décembre. On a quand même beaucoup de choses à faire là. Et c'est vrai que quand on a comme j'avais déjà dit, des étés indiens, ça c'est pour nous, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Parce que c'est là qu'on a beaucoup de récoltes de tubercules, de choses qui poussent en terre, tu vois. Euh, donc du coup, on doit aller chercher dans la terre. Donc c'est vrai que quand c'est humide, bah, c'est la merde, honnêtement. Et dernier point, le vent, parce que le vent c'est pareil, c'est la source de stress numéro un pour moi. Ça c'est clair et net. Je sais que vous me direz, vous les maraîchers, si c'est la même chose, mais en plus on est sur une région quand même assez. Enfin, on est considéré sur le littoral plus que dans les terres. Donc du coup, on a quand même beaucoup de vent ici. Généralement, on a toujours du vent en fait. Mais et puis on peut aussi se taper des sacrées rafales des fois quand il y a des tempêtes. Donc cette année, on a eu la chance d'avoir été épargné. Et ça, c'est pareil. Rien que pour ça, je re-signe aussi parce que de ne pas avoir de tempête, c'est le top du top, quoi. Parce que et puis souvent, ça tombe la nuit. Donc la nuit, tu sais qu'il va t'envoyer 120 km/h de rafale. Je peux te dire, tu dors pas bien. Quand t'as le vent qui siffle sur les tuiles, là. Et ouais, je peux te dire, t'es pas bien. Tu te dis, demain matin, je vais me réveiller, je vais aller voir le carnage. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus désagréable et heureusement moi, cette année ça a été. Mais bon, on aura vécu des belles choses entre guillemets l'année dernière notamment avec Nice, janvier de l'année d'avant là, du coup c'était pas très agréable mais bon, ça fait partie des risques du métier et c'est pour ça aussi que les assurances coûtent très cher sur les tunnels maraîchers. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler des assurances, hein, mais c'est vrai qu'assurer c'est CCR pour moi, enfin du moins les structures, c'est pour moi c'est hyper important parce que ça permet de dormir plus tranquille. Enfin, je ne dors pas tranquille pour autant parce qu'après il y a quand même beaucoup de boulot quand c'est cassé.
Mais financièrement, la dernière fois avec Nice, là, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros hein, qui étaient en jeu quand ça a été la foire à la saucisse, on va dire. Bref. Du coup, bah, terminé pour le point météo, on passe maintenant directement en revue les différentes cultures. Dans cette vidéo, du coup, il y aura carottes. Enfin, on va commencer par le poireau, euh, carottes, choux, peut-être pommes de terre, on verra en fonction de la longueur de la vidéo. Allez, c'est parti pour le poireau. Alors, le poireau. Pour commencer, on va parler au niveau variétal, puisque comme vous le savez, nous on travaille exclusivement avec des variétés dites de population, donc de lignées, qui n'ont pas été croisées, donc ce ne sont pas des hybrides. Le croisement, l'hybridation, c'est un processus qui permet d'aller chercher des qualités de deux variétés, de lignées, les croiser pour aller chercher des qualités et donc du coup avoir vraiment plus de qualité. Ça marche très bien sur plein d'espèces, mais personnellement je trouve que, enfin j'en suis sûr, sur poireau, en tout cas, il y a un réel avantage gustatif à aller s'orienter vers des variétés lignées parce que c'est beaucoup plus tendre, beaucoup moins filandreux. Et puis moi, je considère toujours qu'en maraîchage, on travaille directement avec le consommateur. On se doit de se différencier du circuit industriel. On veut que les gens viennent chez nous et les gens ils viennent chez nous pour de la fraîcheur, pour de la qualité et surtout pour du goût. Donc le premier critère pour moi c'est le gustatif. Et sur le poireau, pour moi il n'y a pas photo. Il y a un réel avantage à se tourner vers ce genre de variété. Alors c'est sûr, c'est des fois au détriment de la quantité, de la productivité de cette variété, de certaines résistances peut-être à certaines maladies ou quoi. Mais d'un point de vue général quand même, ça se passe plutôt bien. Surtout qu'il y a différentes choses dans l'itinéraire culturel qui font que ça peut compenser. Mais c'est vrai que voilà, en termes de productivité, on peut perdre un petit peu. Mais clairement, euh, allez, une hybride va nous chercher 5, voilà, peut-être plus, 5 tonnes hectares, mais qu'est-ce que c'est 5 tonnes hectares pour nous de poireaux? Je veux dire, c'est pas, ça n'a, c'est non significatif à notre échelle, puisqu'on travaille vraiment, on travaille pas sur des très grosses quantités, donc du coup, cet effet rendement, en fait, pour nous, c'est pas du tout le point le plus important. D'abord, il faut bien produire et surtout vendre derrière. Et pour vendre derrière, il faut certaines qualités. Donc, on a parlé variété, maintenant production de plants. La, la production de plants se fait via une pépinière, forcément. On sème les graines de poireaux, on y récolte des petits plants qu'on repique. Ça, c'est toujours la technique qui est employée en poireau. On ne peut pas faire de semis direct en poireau, mais ça, je l'avais déjà expliqué. Cette production de plants, c'est quelque chose de faisable, mais compliqué. Compliqué parce que c'est une petite graine qui met très longtemps à lever, à pousser, et donc la concurrence des mauvaises herbes, elle est énorme. Elle est facile, enfin, je veux dire, t'es vite envahi de mauvaises herbes. Donc clairement, le désherbage de la pépinière de poireau, c'est très compliqué. En plus, c'est quand même, le poireau, c'est assez fragile quand c'est petit, il faut le couvrir, enfin, pour que ça pousse, parce qu'il faut que ça pousse assez vite pour qu'on puisse planter assez tôt. Il faut le couvrir normalement avec un voile de forçage. Quand il fait trop chaud, il faut l'enlever. Voilà, on fait ça, enlever, remettre. Bref, nous, ce qu'on a choisi, c'est de décaler notre date de semis. Donc, on a une pépinière, mais pas que, enfin, on n'utilise pas que ça pour nos plants. On a une pépinière qui nous permet de compléter notre plantation, mais aussi on vend du plant de poireau, donc pour les jardiniers, etc. Donc, ça pose aucun problème quand c'est planté un peu plus tard. Mais du coup, pour la grosse plantation de poireaux qu'on fait, on achète du plant à des producteurs qui sont spécialisés là-dedans, qui mettent des hectares de pépinières, qui sont vraiment, voilà, ils sont professionnels pour ça, donc ils savent beaucoup mieux gérer, ils sont surtout focus sur ça, donc c'est beaucoup plus, c'est pas dire plus simple, mais quand tu professionnalises quelque chose, bah, tu penses qu'à ça. Nous, on a plein d'autres choses à côté. Bref, donc c'est toujours mieux de déléguer ce genre de choses. Donc on achète nos plants, donc des variétés toujours de population. Et ensuite, la technique de plantation, du coup. Donc on plante généralement à partir le gros, c'est à partir du 10-15 juin, quoi. Généralement, ouais, surtout le mois de juin, tu peux planter dans des bonnes conditions et que tu sors du bon poireau et du rendement, etc. À partir de juillet, tu vas commencer à réduire un peu ton rendement, mais c'est pas méchant. Et pour bien, il faudrait que 15 juillet, t'es fini, quoi.
15 juillet normalement. Voilà, après ça commence à bien baisser, même si on a déjà pu planter plus tard, ça peut aller, on peut planter jusqu'au 15 août sans problème, hein, dans son jardin ou quoi, il y aura du poireau, il n'y a pas de problème. Donc voilà la date de plantation. Ensuite, technique de plantation. Nous, on a fait le choix, comme vous l'avez vu, de planter au trou. On est une des seules fermes du secteur à planter du poireau au trou. Et donc les gros producteurs de poireaux ne plantent pas comme ça forcément, enfin sauf dans l'ouest, ils sont un peu mieux équipés. Mais dans notre secteur ici, tous les producteurs de poireaux plantent avec des machines. Ils vont d'ailleurs beaucoup plus vite que nous. Mais nous, l'intérêt, c'est vraiment sur la qualité finale de ton poireau. Le trou, pour moi, pour le maraîcher diversifié, c'est clairement une solution qui est géniale. Parce que à condition d'avoir bien fait son trou, quand tu as un beau trou, comme cette année, on faisait des trous entre 20 et 23 cm, tu mets ton poireau là-dedans, t'as plus rien à faire, t'as plus qu'à désherber. Et après, je veux dire, le blanc, il est déjà de 23 cm de base, quoi. Donc t'as plus besoin de rebuter ou quoi. Et surtout, le fait d'avoir un trou, c'est que ton poireau, il tombe droit dans le trou et il va rester droit jusqu'à la fin. Et commercialement parlant, dans une étale, avoir un poireau bien droit avec un grand blanc, c'est l'Amérique. C'est super beau et en plus c'est du bon et du beau, quoi. Je veux dire, pour moi, jamais je reviendrai en arrière sur cette technique de plantation, à condition d'avoir fait des super trous. Et pour faire des super trous, il faut une super préparation de terre. Et donc pour ça, nous, on avait à l'époque, enfin, jusqu'à l'année dernière, je plantais toujours sur butte. Donc je faisais des buttes à pommes de terre avec une cape buteuse. Mais donc là, la condition, c'est de faire des buttes bien lisses, bien fermes, pour qu'après, quand on arrive avec la poinçonneuse, eh ben ça parte pas en purée ou quoi. Il faut que la terre se tienne bien. Donc il faut que la terre soit un peu humide aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de système, que je passe maintenant en butte de culturato. Donc c'est des buttes d'1,50 m qui sont beaucoup plus faciles à réaliser. Je sais pas pourquoi j'arrive bien mieux à avoir une bonne structure pour faire mon trou. Parce que, en fait, avec la cape buteuse, la buteuse à pommes de terre, il y avait toujours cet effet où il fallait vraiment prendre au bon moment parce que si c'était trop sec, si c'était trop humide, ça fait des lards. Si c'était trop sec, ça fait vite ça fait vite des petites mottes qui sont. Bah, quand tu fais le trou, en fait, ça fait pas un beau trou, il s'écarte. Donc, du coup, et puis sur les débuts, les bouts de ligne, tout ça, la cape, le temps qu'elle prenne bien sur mon terre, c'est toujours compliqué. Tandis qu'avec le culturato, on a, euh, on a vraiment une vraie bonne création de terre là, bien ferme et et ça va toujours prendre l'humidité du fond, ce qui fait qu'on arrive toujours à avoir une belle butte, si tant est qu'il y a un petit peu d'humidité quand même, il ne faut pas faire ça dans les conditions hyper sèches. C'est pour ça quand je l'avais montré lors de la préparation, enfin lors de la plantation des poireaux, euh, le labour se fait juste avant la plantation. Ou du moins, s'il a été fait longtemps à l'avance, bah, il faut qu'il pleuve un peu pour humidifier tout ça. Enfin voilà, il faut une structure humide. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Dans le sec, ça ne marche pas de planter du poireau au trou. C'est impossible. Donc, ça, c'est pour moi la super technique. Donc, maintenant, on est sur billon d'1,50 m et on plante comme avant avec à 0,75, 75 cm. Et sur le rang, on plante tous les 7-8 cm, à peu près 12 poireaux au mètre. Donc sur le rang, c'est bien serré. Par contre, du coup, on espace un petit peu plus par rapport à la production classique. Souvent, ils sont à 60 cm chez les gros producteurs de poireaux. Nous, on est à 75, ce qui permet aussi d'avoir une bonne aération du rang, de limiter un petit peu les maladies, parce que c'est vrai qu'il faut le noter, hein, les variétés population comme ça sont certainement un petit peu moins résistantes aussi au mildiou, aux rouilles, tout ça, c'est possible, hein. Donc le fait d'avoir plus d'aération, ça permet aussi de limiter ce genre de maladies. Même si, alors oui, le mildiou, très impactant, très impactant au niveau de la qualité, il y a beaucoup d'épluchage derrière si vraiment c'est la merde. On en a eu l'année dernière, c'était vraiment compliqué. Mais surtout, on en a eu parce qu'on avait des zones très humides. Donc ça n'aide pas du tout. Et puis il y a aussi à noter que bah, souvent en maraîchage, on n'a pas forcément le matériel au top du top pour la plantation. Donc souvent on utilise des super préfères. Donc ceux qui sont en métier normalement doivent connaître. C'est des planteuses à pince en fait.
mais le poireau, il est jamais bien droit. Parce que les gros producteurs de poireaux, généralement, ils ont des super machines pour planter. Ils arrivent quand même à planter bien droit, malgré tout. Et après, donc ces défauts de blanc, en fait, ils vont les compenser par du butage. Ils vont buter, buter, ce qui permet de sortir quand même un poireau plutôt droit. Mais nous, en maraîchage, on n'a pas ces genres de machines-là. Donc, on utilise des super préfères. Les poireaux, souvent, ils sont courbés, courbés comme ça, machin, machin. Après, t'as beau rebuter, ton poireau va toujours rester courbé. Donc, au final, tu ressors une botte avec plein de poireaux courbés. Et ça, clairement, c'est pas beau, hein. Même si c'est toujours aussi bon, ça reste, voilà, une étale, ça doit rester quelque chose de beau. Donc, ensuite, sur l'arrachage, bon, nous, c'est vrai qu'on est plutôt bien équipé à ce niveau-là, du moins sur le poireau. L'arracheuse, l'Owers, elle va très bien. Là, en ce moment, on a quand même des bonnes conditions d'arrachage. Il n'y a quasiment pas de terre sur les racines. On fait un palox en 10-15 minutes, donc ça va vraiment super vite, donc ça c'est super. Après, au niveau du lavage, conditionnement, c'est toujours là la plus grosse étape au niveau du poireau. C'est pareil, on a une belle laveuse brillant là, que vous avez déjà vu tourner, où on pose les poireaux, ensuite ils sont épluchés, enfin, on coupe les feuilles, on coupe un peu les racines. Il y a des tétines qui brossent les poireaux pour enlever le maximum des feuilles, enfin, des premières feuilles moches. Et puis après on finit à la main, quoi. On finit à la main d'éplucher et puis ensuite c'est bottelé. Donc ça franchement ça tourne nickel, on se met... allez, on est à 4 sur la chaîne, en une bonne heure on a sorti un gros rack de poireaux. Vous avez déjà vu un peu ce que ça représentait les racks à poireaux. Je sais plus combien on sort au final de poireaux dans un rack. Faudrait que je regarde d'ailleurs pour voir à peu près combien de kilos on fait à l'heure. Mais bon, ça débite. Ça débite franchement. Alors après, c'est vrai que c'est un lourd investissement. Mais comme dans tout, dans le matériel, surtout en maraîchage, enfin en matériel légumier, c'est horriblement cher. Mais bon, faut toujours mettre ça en vis-à-vis des heures de salariés. S'il n'y avait pas la machine, combien d'heures ça prendrait en plus? Et donc c'est toujours le calcul à faire pour savoir si ce sera rentable ou pas. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de se moderniser quand on voit le prix du matos, surtout en légumes, hein. Waouh! Et surtout quand c'est du matériel qui doit prendre de l'eau et il y a de l'inox, alors là les prix s'envolent. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc grosso modo pour le poireau, une très bonne année, même si elle est encore loin d'être terminée, hein. On n'est qu'à on n'est même pas à la moitié, puisqu'on arrache comme ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on arrache comme ça jusqu'en mars-avril en fait, toute l'année, quelles que soient les conditions. Et après, chose importante, c'est la partie conservation, parce que le poireau peut se conserver à la fin de campagne, en fait, quand il commence à monter. Et ça, c'est hyper important. Il y a encore beaucoup de maraîchers qui attendent trop longtemps, en fait, avant d'arracher leur poireau pour le mettre au frigo. Parce que, en fait, il faut regarder à partir des beaux jours. Je veux dire, à partir de début avril, il faut commencer à aller voir son poireau, couper des fûts, et regarder s'il n'y a pas le bâton qui commence à arriver, s'il commence à monter. Et donc moi, à partir de fin mars, début avril, je commence vraiment à aller voir au champ. Je regarde, je coupe à la base, je coupe le fût en deux et je regarde si ça a commencé à monter. Et dès le décollement, là je dis on arrache tout. Parce qu'en plus, après le décollement, même une fois que vous avez arraché, ça va continuer à reprendre, même au frigo, ça va prendre encore 1 ou 2 cm dans le frigo. Donc, il ne faut surtout pas attendre. Si on attend que la boule elle est sortie, là c'est trop tard, quoi. Les gens quand ils vont avoir leur poireau, ce sera tout dur au milieu, donc c'est pas la peine. Donc c'est vraiment très important d'aller récolter assez tôt, et en frigo ça se conserve vraiment pas trop mal, quoi. Jusqu'au 15 juillet normalement il y a moyen de conserver si on est dans un frigo assez froid. Alors même si les feuilles après elles peuvent potentiellement se détériorer, dès que les feuilles sont plus commercialisables, on coupe les feuilles, on passe tout en blanc, on coupe les racines, les feuilles, et il reste que du mangeable, en fait, que du cuisinable. Puisque les gens c'est ce qu'on appelle la 4e gamme, et vous mettez directement ça en cuisine, il n'y a rien à faire dessus, rien à couper. Prêt à manger, voilà. Donc d'un point de vue général, pour l'instant, le poireau ça se passe très bien. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Mais on va dire que pour le poireau c'est culture.
réussi. Ding. Allez, on passe maintenant aux carottes. Carottes, légumes très importants aussi. Surtout sur toute la partie hiver, enfin non, en fait toute l'année. Souvent, c'est vrai qu'on en fait plus l'hiver, hein, les gens mangent plus l'hiver, mais après l'été, bah, t'as toutes les carottes en salade, tout ça, et toutes les bottes. Enfin, bref. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir de la carotte toute l'année, de ne pas avoir de rupture. Ça, c'est très important, c'est un des aliments principaux. Donc, ça commence toujours sous serre, avec une première partie, un premier semis qui se fait sous serre qui peut se faire courant octobre. C'est vrai que chaque fois je suis en retard. Là, je l'ai mis début novembre, donc c'est long à pousser. Je gagne pas beaucoup de temps par rapport à un semis de janvier, mais bon, voilà, c'est parce que j'ai décalé, mais normalement, idéalement, sur le papier, je devrais le faire au 15-20 octobre. Un semis en serre. J'en mets pas énormément, c'est juste pour dire d'avoir un départ assez tôt. Surtout qu'il y a la carotte de garde encore de conservation qui est encore disponible. Mais la carotte qu'on aura semée en octobre, on l'aura normalement, alors pour nous dans le Nord, à partir je pense au 15 avril, on doit pouvoir, 15-20 avril, on peut l'avoir si on la semet en octobre. C'est possible, après ça dépend de l'ensoleillement au printemps, c'est toujours pareil. Donc cette carotte là elle va servir uniquement à faire de la botte, donc on met ça sur but de culturato, 3 à 4 lignes par bande, 30 ou entre 30 et 40 graines au mètre linéaire quoi. Après bon là c'est pareil, tu cherches pas le rendement, c'est vraiment histoire d'avoir des belles bottes assez tôt, avec toujours basant en carotte une structure très profonde, enfin très profonde, tout est relatif, mais je veux dire profonde pour que la carotte puisse se développer bien droite et bien longue. Ça c'est hyper important pour avoir une belle botte, d'avoir la plus grosse longueur de racine. Ça c'est toujours plus vendeur, ça c'est clair et net. Et surtout la carotte nouvelle par rapport à la carotte de garde, c'est quand même c'est plus sucré. Enfin, voilà, c'est la fraîcheur de la botte, tout ça, donc ça c'est hyper intéressant. Même si c'est clair que en coût de production, une carotte botte ça coûte bien plus cher parce qu'il faut faire la botte, c'est du détail quoi. Tu récoltes tes fans, tu dois ficeler ta botte, tout ça, la laver botte par botte. Donc c'est beaucoup plus de boulot, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est important d'avoir ça aussi, d'avoir ça au printemps, ça annonce vraiment la couleur des nouveautés qui arrivent, quoi. Donc c'est pour moi très important d'avoir ce genre de produit. Ensuite, le deuxième semis, le plus gros, on le fait toujours sous serre, mais en janvier. Ouah, ça peut s'étaler entre janvier ou à partir, je fais ça en fin janvier, début février, quoi. Généralement, je fais ça jusqu'au 15 février. Je fais un ou deux lots en fonction de l'espace que j'ai sous serre. Là maintenant j'en mets quand même un peu plus qu'avant parce que c'est vrai que ça part vite hein, les nouvelles carottes. Surtout quand t'as plus beaucoup de carottes derrière. L'année dernière c'était le cas, j'ai pas réussi à faire la soudure, donc du coup j'ai vite repris en carottes bottes. Donc j'avais plus que ça à la gamme. Donc là dans ce cas-là ça part vite. Cette année normalement j'ai beaucoup de carottes donc ça devrait tenir assez longtemps. Mais je mettrai toujours la carotte botte en complément, ça c'est clair et net. Et donc deuxième semis en janvier sous serre aussi, fin janvier-février. Et ensuite on attaque à l'extérieur avec un premier semis sur pas trop grosse surface aussi, qu'on fait courant, dès qu'on peut aller au champ en fait, mais de façon correcte, sans devoir forcer. Généralement ça c'est début avril. Début avril, du début au 15 avril, on essaye de semer les carottes, des carottes au champ. Donc un premier petit lot, on va dire. Variété, donc sur les deux premières en serre, on est sur de la Napoli. Ça c'est clairement la variété de référence pour la botte, je pense, chez tous les maraîchers. Je connais pas beaucoup de maraîchers qui mettent pas de Napoli pour commencer parce que c'est une des plus précoces en fait. Donc c'est ça qu'on va rechercher, hein, essayer d'aller chercher la rapidité de pousse pour avoir le plus vite possible ses bottes. Donc Napoli référence. Et après au champ, donc soit je mets encore de la Napoli, mais généralement je passe directement en Maestro. Ça dépend les stocks. Si en Napoli, si je vois que je suis un peu juste et que je veux forcer un petit peu, je passe en Napoli pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais bon, généralement à cette époque, on peut mettre la Maestro sans problème. Pareil, choix variétal gustatif, un Maestro c'est une référence gustative. Une référence gustative sur la carotte. Il y aura peut-être un peu mieux, mais je pense pas. Tout le monde dit c'est une carotte un peu sucrée, voilà, ça se mange tout seul quoi.
Ensuite, troisième, donc au quatrième lot qu'on va mettre, un gros lot qu'on va mettre au 15 mai, le plus gros, généralement. On fait moitié-moitié, entre 15 mai et après 15 juin. Généralement, on fait ça. Et donc 1, 2, 3, 4, quatrième en mai et cinquième en juin. Ça permet d'étaler, on pourrait tout mettre en mai, mais c'est vrai que ça permet de répartir les risques aussi, que tu as un SMIC qui foire, parce que la carotte, ça reste assez sensible. C'est quand même, pour faire lever, il faut des bonnes conditions, il faut faire une terre fine, il faut qu'il y ait de l'humidité pendant assez longtemps. Il y a 2 ans, j'avais galéré parce qu'on avait semé et après il a fait sec tout le temps. Et j'arrosais, mais j'arrosais pas assez. Du coup, ça avait du mal à germer. Et ceux qui germaient, après, des fois, ils se prenaient du sec. Donc, du coup, ils poussaient pas. Ils n'avaient pas le temps d'aller faire leurs racines pour aller chercher de l'humidité un peu plus bas. Et du coup, d'élever, échelonner, élever en plusieurs fois. Enfin, franchement, grosse galère. D'ailleurs, c'était à ce moment-là, j'avais fait semer. J'avais un entrepreneur qui était venu avec une rotative, fraise, enfin buteuse et semoir derrière, donc le truc au top. Mais bon, j'étais un peu soumis à son planning, donc du coup, on avait semé quand il pouvait venir, quoi. Mais c'était pas au bon moment, donc là maintenant, j'ai acheté un semoir de précision, même si c'est un vieux semoir, c'est un OD, mais c'est une OD mini graine, mais avec soufflerie. Et franchement, ça fait super bien le boulot. Le seul problème, c'est que moi, je peux semer uniquement en ligne. En carotte, il y en a beaucoup qui vont semer 2, voire même 3 lignes. Souvent, les gros carottes, ils mettent 3 lignes, ce qui permet de mettre une plus grosse densité. Et donc, au niveau du support, on a fait les deux cette année. On a fait sur but à 75, donc but à pommes de terre. D'ailleurs, en fait, c'était l'entrepreneur quand il est venu planter les pommes de terre. Il m'a fait aussi des buts de pommes de terre à vide, sans planter, pour que moi ensuite, tout de suite après, je sème avec mon petit semoir. Donc ça a été super bien. Et après le deuxième coup, j'avais pas de buteuse à cap en fait adaptée pour faire le boulot. Donc du coup, j'ai fait pareil que pour les poireaux. J'ai passé je suis passé au culturato. Et après, on a semé 2 lignes, parce que mon semoir c'est un 2 rangs. Donc on a semé 2 lignes à 75. Et comme c'était pour les carottes que j'avais conservé tout l'hiver, je reparle après juste, j'avais semé après encore une ligne au milieu pour dire d'optimiser après la couverture en pétrante pour l'hiver. Et généralement sur but on peut faire 3 lignes, mais du coup j'avais moins espacé. Parce qu'au niveau de densité, le premier gros lot en mai, j'avais mis à 55 graines au mètre linéaire. Donc c'est un peu beaucoup quand on a une seule ligne. Quand on est en éclaté, on peut monter facilement à 60, 70 sans problème. Là, c'est vrai que j'étais vraiment en ligne. Donc 55 graines, ça fait quand même pas mal. Et je l'ai vu, j'ai un peu regretté au début. Je m'étais dit, putain, ça a du mal à pousser. Elles ont du mal à grossir. Enfin, je trouvais que c'était un peu petit et j'avais peur que ça grossisse pas assez. Et c'était avant de faire ce constat-là que j'avais du coup choisi de semer un peu moins de rue sur le dernier lot. Mais au final, clairement, je recommencerai toujours à semer de cette façon, 55 voire même 60. Ça fait une super carotte au final, parce que je vois là, je suis en train de récolter pour mettre en conservation des carottes qui ont été semées sur le billon avec, je crois que c'était 35 graines chromètres, mais avec 3 lignes, et c'est trop gros. Alors certains maraîchers préfèrent de la grosse carotte comme ça. C'est pas, ça intéresse certains clients, c'est sûr. Mais d'un point de vue général, c'est quand même beaucoup plus beau, je trouve. C'est un petit cylindre, pas trop gros, allez, 3 cm max de carotte. Après, au-dessus, 4-5, ça commence vraiment à être trop gros, hein. Donc, l'année prochaine, c'est clair, je fais tout à 55 graines au mètre linéaire et ça va être très bien. Alors, gros point positif cette année sur les carottes, c'est qu'on a toujours eu de l'eau pour la lever, donc ça a levé nickel. Il n'y a pas eu de perte à la lever, vraiment rien, c'était du luxe. Donc, j'ai arrosé quand même une fois les deuxièmes carottes, je crois. Ouais. J'avais arrosé une fois parce que j'avais un peu peur, mais les premières, par contre. D'ailleurs, on avait eu une grosse pluie dessus pas très longtemps après le semis.
J'avais un peu peur et finalement, comme ça avait bien séché dessus, parce que c'est important en fait. Ce qu'il faut, c'est semer, semer dans des bonnes conditions, une terre assez fraîche, que ça réchauffe bien, que ça sèche bien sur le dessus, limite que les mottes soient vraiment des petites, vraiment des petites mottes aussi, hein. Que ce soit bien dur, bien sèche. Et après, quand il pleut, il n'y a plus de problème, quoi. Parce que si ça fait une croûte, là, la carotte, elle a du mal à passer à travers. Sauf si vraiment ça reste humide. Si ça reste humide, ça va passer. Mais si ça fait une croûte et que ça sèche derrière, alors là, c'est catastrophique. Voilà, t'es obligé d'arroser pour le faire lever. Mais c'est jamais aussi bien, le développement est jamais aussi bon que quand tu gardes une bonne structure en surface, ça c'est clair et net. Donc on va réitérer comme ça, et surtout je vais en comparant but à pomme de terre 75 et billon d'1,50 m, il n'y a pas photo, je vais revenir, je vais tout faire en but à pomme de terre, parce que là je le vois à l'arrachage en fait, quand, quand tu as une butte à pomme de terre en fait, le fait d'avoir de l'espace sur les deux, quand tu récoltes, et ben la butte elle s'ouvre plus, je sais pas mais ça se comment dire, la terre elle se sépare mieux. Quand tu as un billon, ça fait vraiment c'est un bloc uni. Tandis que là, c'est vraiment des plus petits blocs donc qui se séparent beaucoup mieux au moment de la récolte. Donc tu as généralement beaucoup moins de terre. Ensuite, du coup, au niveau de la récolte, donc on a quelques petits changements cette année. Souvent, on commence d'abord à la main puisqu'on fait, on fait de la botte, donc on y va comme ça à la bêche ou alors directement après avec la lame souleveuse si on en a un peu plus à faire. On passe la lame, après on arrache les carottes, on fait les bottes, ensuite on les lave. Ou alors, mais dès que les carottes sont assez grosses, moi j'attends que ça de passer à la carotte vrac sans botte parce que on avance beaucoup plus vite. Ça dépend des volumes qu'on vend aussi. Dès qu'on voit que ça commence à consommer plus de carottes, là on passe en vrac pour aller plus vite parce que sinon on passe vraiment beaucoup de temps à faire les bottes. Et donc là, on passe la lame souleveuse. Et puis on craque, on craque les fans, on met en caisse. Et puis après, quand on arrive à la ferme, on met tout dans la laveuse. Et puis ça va super vite. En quelques minutes, on arrive à sortir une laveuse d'une centaine de kilos, à peu près, je pense. Ça doit être ça. Ouais, c'est à peu près ça. C'est une centaine de kilos par laveuse. Et donc voilà. Cette année, du coup, j'avais beaucoup de carottes, j'ai voulu essayer, comme vous l'avez vu, l'arrachage avec l'arracheuse à pommes de terre. Ça a été plutôt concluant, j'étais plutôt content, on en a quand même pas mal en conservation là. Le seul problème, c'est qu'il faut être dans des très bonnes conditions d'arrachage parce que t'as vite fait de monter énormément de terre. Donc là, il y avait moi qui conduisais la machine, il y avait jusqu'à 4 personnes sur la machine en plus. Alors oui, ça va vite, mais donc c'est clair que c'était beaucoup mieux qu'à la main, ça c'est évident. Mais il fallait quand même rester dans des conditions à peu près bonnes. Et le problème, c'est qu'après, après, il y a replu. Bref, en fin octobre, début novembre, on a refait un peu de carottes après avec l'arrache de pomme de terre. Mais là, il y avait quand même beaucoup plus de terre, donc j'avançais plus lentement. Donc, voilà. C'est pas la solution optimale. C'est une solution intermédiaire qui me convenait à peu près. Mais après, dès l'instant qu'il pleut trop, c'est plus possible. En plus, c'est une machine très lourde, il n'y a pas de pont moteur, donc t'as vite des problèmes pour passer dans le champ. Donc, j'ai récemment acheté une nouvelle machine, pas une nouvelle vieille machine, puisque j'ai trouvé en fait sur un revendeur de matériel légumier une petite arracheuse Simon portée, un rang, avec un équeuteur dessus. En fait, c'est le même système que la machine à poireaux, sauf qu'en haut, il y a un équeuteur qui permet de couper automatiquement les fans, qui sépare les fans en fait des carottes. Et ça, c'est vraiment le top. Et alors, pourquoi j'ai acheté cette machine? Alors, elle est pas très belle comme ça à première vue. Elle est vieillotte, elle est de 84, hein, pour vous dire. Mais les machines à carottes, c'est des prix de fou. Franchement, je pouvais pas mettre. Aujourd'hui, tu vas acheter une machine à carottes simple, hein, un rang neuve, c'est 25 000 euros. Et au bas mot, je pense. Sans option, rien, c'est 25 000 euros. Donc, clairement, 25 000 euros aujourd'hui pour acheter des carottes. La rentabilité, je la retrouvais pas. Donc j'ai été obligé de me diriger vers l'occasion. Donc j'ai trouvé une machine à moins de 10 000 euros, hein, à 8 000 euros. 8 000 euros exactement. Une machine des années 80, de 84, donc très vieille.
Par contre, les cutters est tout neuf dessus. Ils ont changé les cutters. Donc chez Simon, ils ont changé. Ils ont mis des cutters tout neufs et des nouveaux roulements, tout ça, de nouveaux paliers. Et franchement, ça c'est ce qui m'a séduit. Je me suis dit au moins, le reste de la machine, c'est de la simplicité. Donc le reste de la machine, c'est un truc, c'est un problème, tu peux facilement changer, facilement réparer. Ça va jamais coûter très cher. C'est des petits moteurs hydrauliques à 4 sous. Je veux dire, ça c'est rien ça. Par contre, c'est les cutters. Un écouteur neuf, c'est 4 000 euros de toute façon. Donc je pars du principe que cette machine en fait elle coûtait 4 000 euros et 4 000 euros des cutters, 8 000 euros. Donc pour moi c'était un prix qui était plutôt justifié. Et donc on l'a reçu la semaine dernière. Je l'ai monté parce qu'il fallait arriver séparé forcément. Et je l'ai monté et puis on l'a essayé. Alors en conditions de merde, hein, c'était trop humide. Donc ça montait pas mal de terre. Parce qu'en fait la terre est sur c'est d'ailleurs pour ça aussi que je veux passer en but. Parce que ça va beaucoup mieux sur but que sur billon. Et là on a essayé sur billon du coup. Et du coup il y a pas mal de terre agglomérée entre les carottes qui tombe pas parce que c'est trop humide en fait. Mais franchement, on a essayé de peu qu'on a essayé, quelques petits réglages à faire, tu vois. Mais c'est très prometteur pour l'année prochaine, donc j'ai vraiment hâte d'être à la prochaine récolte de carottes pour aller essayer ça dans de bonnes conditions. Et donc là, si ça va comme on veut, on gagnera un temps infini. Parce que là, un palox, aujourd'hui, d'ailleurs, on a fait un palox cette semaine à la main avec Samuel, on était à 2, on a mis 1 heure pour faire un palox. Tandis qu'avec cette machine, tu mets 5 minutes, quoi. Donc vraiment, ça va super vite et ça va changer la vie et puis surtout, ça va libérer des heures de travail. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu jusque là. Et donc vivement l'année prochaine pour essayer ça. Ensuite, du coup, conservation des carottes. Donc nous, on a toujours joué sur les 2 tableaux. Cette année, j'ai arraché pas mal pour conserver. Donc j'ai mis dans un frigo, dans le conteneur maritime, là, à 0,5 degrés précisément. Et donc, vous voyez, comme il y avait pas mal de terre, ça reste bien humide, ça c'est la clé, hein. Beaucoup de terre, mais non plus pas de façon extrême. Mais il faut de la terre partout autour des carottes pour que, en fait, ça permet de garder l'humidité parce que la carotte, dès que la terre est sèche, en fait, elle s'assèche aussi elle-même et du coup, elle devient toute molle, bref, plus vendable. Donc, beaucoup de terre et beaucoup d'humidité dans le frigo pour garder cette dureté. Et puis du froid pour éviter qu'elle bouge. Donc ça c'est hyper important pour que ça conserve. Pour l'instant, de ce qu'on a arraché en octobre, là, ça tient super bien. Bon, je reprends parce que la GoPro était en surchauffe. Donc du coup, ce que je disais, c'est que les carottes pour l'instant conservent très bien en frigo là. Mais par sécurité, on va toujours garder, même si ça va bien avec l'arracheuse l'année prochaine, je vais toujours garder au moins une petite partie en champ, en terre, avec un voile P30 dessus, ou P17, à voir. En cas de gelée pendant l'hiver, parce que la carotte supporte très mal les gelées, enfin du moins les gelées significatives. C'est pas parce qu'il fait -1, allez 0, -1 le matin pendant 1 heure que ça va geler. Il faut vraiment un gel prolongé, je pense que -2, mais il n'y a pas de problème. Et là, à noter aussi que cette année, du coup, pour parler des variétés, j'avais parlé Maestro, Napoli, etc. Ensuite, en autre variété, j'ai mis aussi de la Romance, qui est apparemment similaire à la Maestro, de ce que j'ai vu, hein. J'ai mis aussi de la Nérac, alors Nérac un peu moins gustative apparemment, mais surtout beaucoup mieux en conservation. Bon, ça permet toujours, c'est pareil, hein, de ne pas mettre les œufs dans le même panier, d'avoir une solution de secours en cas de problème. Et enfin, sur le dernier lot que je laisse dehors, j'ai mis de l'Eskimo, parce que, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo l'année dernière, normalement l'Eskimo elle est censée résister à jusqu'à -10 degrés. Donc j'ai quand même du mal à y croire, mais toujours est-il qu'on va essayer. Donc il y a une partie que je vais couvrir et une partie que je ne vais pas couvrir. Et j'ai hâte de voir si jamais il y a une gelée significative, en plus que -5, -6, si ça tient quand même. Auquel cas ça pourrait vraiment faire la différence, parce que j'avoue que mettre les voiles... Alors mettre les voiles c'est pas le pire, mais le problème c'est que il faut qu'ils tiennent bien, parce que l'hiver souvent c'est là qu'on a des fois les belles petites tempêtes, les gros coups de vent. Donc autant dire que c'est galère quoi. Donc voilà, on verra ce que ça donne l'Eskimo.
Par contre, l'esquimau, alors elle est moins belle. C'est une carotte un peu plus pointue. En fait, elle boute pas. Quand on dit elle boute, ça veut dire que le bout, en fait, il vient bien l'arrondi. Celle-là, elle est un petit peu plus pointue que les autres. Donc, elle est moins belle. Par contre, gustativement, elle est très bonne aussi. Assez sucrée, tout ça. Donc, franchement, c'est pas mal aussi. Donc, on verra. Mais normalement, je repartirai l'année prochaine sur les mêmes variétés, les mêmes quantités. Et puis surtout les mêmes quantités que je vais rentrer en stockage, et même si donc là je vais en pousser un peu en frigo, on va voir comment ça conserve sur le long terme. On verra quand je vais les sortir en avril si c'est toujours aussi bien. Parce que conserver des carottes, c'est pas difficile en soi. Enfin, tu arrives à les garder fermes, les garder propres, tout ça. Mais généralement, le problème qu'on a, c'est que au bout d'un moment, quand tu les passes à la laveuse après, que tu les laves, et ben elles ternissent, elles sont beaucoup moins belles, beaucoup moins vendables et beaucoup moins vendeuses en tout cas. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que nous, c'est vrai on fait peu de carottes non lavées. On a une clientèle qui préfère les carottes lavées. On en fait un petit peu maintenant de plus en plus parce que c'est quelque chose qu'on avait abandonné, mais il y en a qui recherchent ça aussi. Mais les carottes non lavées, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit quand même les frotter un petit peu. Tandis qu'à la laveuse, tu mets tout dedans et puis tu ressors tout nickel. Donc ça coûte moins cher de faire de la carotte lavée que de la carotte non lavée. Ouais, bizarrement. Mais ça s'explique. Donc ça, couverture hivernale, donc P30 ou P17 on verra. Et non, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, ça fait partie du jeu si on veut les laisser en terre. Mais en tous les cas, quand on les laisse en terre, donc il y a l'inconvénient de cette bâche, il y a l'inconvénient aussi de l'humidité, parce que si vraiment il pleut énormément, toutes les basses ça peut être foutu. S'il y a de l'eau stagnante, en fait c'est foutu. Nous on la voit dès que tu as de l'eau qui stagne, bah, c'est mort. La carotte elle pourrit. Mais tous les endroits où il n'y a pas d'eau, si ça filtre assez rapidement quand il pleut fort, généralement ça se tient bien. Et puis quand on arrive en mars-avril, t'arraches ça. Faut l'arracher par contre avant que ça monte aussi, un peu comme le poireau. À un moment donné, ça veut repousser, donc ça monte. Et donc là, il faut surtout les arracher avant, sinon on a un bâton au cœur de la carotte. Donc clairement, c'est encore pire que pour le poireau là, pour le coup. Et donc quand c'est comme ça, on arrache tout d'un coup, on stocke au frigo et puis voilà, on finit l'année comme ça. Et puis de toute façon, il y a les nouvelles carottes qui prennent le relais. Et bah dis donc, je pense qu'on a déjà passé beaucoup de temps ensemble avec seulement deux cultures. Je sais pas si c'est peut-être un peu trop long, mais bon, de toute façon, j'ai des choses à dire, donc je le dis. Hein. Si ça vous intéresse, je pense que vous êtes encore là. Si vous n'êtes pas encore là, bah, si vous n'êtes plus là, c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc c'est pas grave. Donc du coup, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Tant pis, j'avais prévu 5-6 vidéos, bon, il y en aura peut-être une dizaine, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas surtout à commenter avec vos avis. Si ça vous intéresse, demandez-moi en commentaire, envoyez-moi vos noms Facebook ou quoi pour qu'on puisse discuter, échanger plus précisément sur des sujets en particulier, des sujets qui vous intéressent. Il n'y a aucun problème, moi j'attends que ça d'échanger pour qu'on s'améliore tous ensemble. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Je sais pas si comme il y en a beaucoup, est-ce que je vais en faire 2 par semaine ou quoi, peut-être. Et on verra ça. Surtout ça sera assez facile à monter puisque je vais juste enchaîner les vidéos et puis les publier. Donc normalement ça devrait aller assez vite. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé et que surtout j'espère que vous réagirez avec vos retours et vos petites astuces. Allez, à la prochaine vidéo. À nos stocker.